Elle reviendra quand je l'appellerai. C'est peut-être rien pour vous, mais c'est pas à vous qu'on l'a confié. Bon, appelez-la maintenant. Revenez, mademoiselle Catherine. Allez la chercher, ma sœur, s'il vous plaît. Oui, maintenant, mademoiselle Catherine, vous allez nous dire la vérité sur votre histoire. Par où dois-je commencer? Là où vous estimez que cela a commencé. Je crois que tout a commencé dans cette maison, le jour où il est né. Qu'est-ce que je vous disais? Cathy, Commençons un peu plus tard. Si nous commencions avec l'été dernier. L'été dernier? Oui, l'été dernier. Je peux? Ne laissez pas son frère l'approcher. elle a vu juste une cigarette, ton fille. Non. Laissez, ma sœur. Ça aide d'avoir quelque chose dans les mains. Parlons de l'été dernier. Comment cela a-t-il commencé? Ça a commencé avec sa gentillesse. Avec les 6 jours en mer qui m'ont emporté loin, si loin du pré aux chênes que je l'ai oublié. Presque oublié. Il était très affectueux avec moi, très doux, plein d'attention. Si bien qu'on nous prenait parfois pour un couple en voyage de noces. On s'apercevait vite que nous faisions cabine séparée. Et puis à Paris, il m'a emmené chez Patou, chez Chiaparelli. Ceci vient de chez Chiaparelli. Il m'avait acheté tellement de vêtements neufs que j'ai donné mes vieux pour faire de la place dans mes valises neuves, pour voyager. J'étais devenue un pan. Bien sûr, il en était un, lui aussi. Mais j'ai commis l'erreur de trop répondre à sa gentillesse, de prendre sa main avant qu'il prît la mienne, de m'accrocher à son bras, de me laisser aller contre son épaule, et de lui savoir gré de sa gentillesse plus qu'il ne voulait. Et soudain, l'été dernier, il a commencé à plus tenir en place. Continuez. Le cahier à l'oiseau bleu. Vous avez dit le cahier à l'oiseau bleu. Je sais ce dont il veut parler. Il s'agit d'un cahier d'écolier avec un oiseau bleu sur la couverture dans lequel il prenait des notes et faisait ses brouillons de son poème de l'été. Où qu'il allait, il en est toujours avec lui. J'ai celui de l'été dernier. Foxy, le cahier à l'oiseau bleu. On me l'a renvoyé avec ses effets personnels de Cabessal et Lobo. Je vois très bien le rapport entre le vêtement neuf, le reste et le cahier à l'oiseau bleu. Le voici, docteur, dites-lui que je l'ai trouvé. Avec toutes ces interruptions, il va être extrêmement difficile. Ceci est important. Je ne sais pas pourquoi elle vous a parlé du cahier à l'oiseau bleu, mais je veux que vous voyez. Regardez, le titre poème d'été et la date 1935. Et ensuite quoi? Des pages blanches, absolument rien. L'été dernier, il n'a absolument rien écrit. Mais quel est le lien avec sa... Avec sa destruction? Mais je vais vous le dire, docteur. La vocation d'un poète tient à quelque chose d'aussi fin et délicat qu'une toile d'araignée. C'est ça qui les soutient au-dessus de la destruction. Peu, très peu, arrivent à se maintenir seuls. Il faut les aider le plus qu'on peut. Moi, je suis l'aidée, pas elle. Sur ce point, elle a raison. Je lui ai fait défaut. J'ai pas été capable d'empêcher la toile d'araignée de se déchirer. En plus, je l'ai vue se déchirer et j'ai pas pu la préserver ou la réparer. Enfin, la vérité commence à sortir. Il y avait un accord entre nous, une sorte de pacte, de contrat qu'il a rompu l'été dernier quand il s'est éloigné de moi et qu'il l'emmenait, elle, à ma place. Qu'il avait peur, que je savais qu'il avait peur, parce que ses mains tremblaient et que son regard se portait vers l'intérieur, alors je tendais ma main par-dessus la table. Je prenais ses mains dans ma main, je ne disais rien, je ne faisais que le regarder et tenir ses mains dans ma main, jusqu'à ce que ses mains s'arrêtent de trembler et que son regard se reporte vers l'extérieur. Alors, le lendemain matin, le poème se remettait à avancer, jusqu'à ce qu'il soit fini. Mais moi, je n'ai pas pu. Mais évidemment que non! Il était à moi, je savais comment l'aider, je pouvais l'aider. Vous ne saviez pas, vous ne pouviez pas. Ces interruptions! Si je lui disais tu vas le faire, il le faisait. Oui, vous voyez, je lui ai fait défaut. Alors soudain, l'été dernier, nous sommes partis pour Cabessa des Lobos. Nous avons quitté l'endroit où il avait renoncé à écrire son Il avait poème. rompu notre pacte. Oh oui, quelque chose était rompu.
Le fil de perles par lequel les vieilles mères retiennent leurs fils. Elle veut dire que je le retenais au bord de la S'il vous plaît. destruction. Tout ce que je sais, c'est que l'été dernier, il était plus si jeune, et nous sommes partis pour Cabeza del Lobo, et il a remplacé les soirées par la plage. Remplacer les soirées par la plage? Je veux dire que ça se passait plus le soir, mais l'après-midi, et qu'il avait abandonné les endroits... Les endroits... Les endroits chics, c'est le mot que vous cherchez? Oui. Ben, l'été dernier, mon cousin Sébastien s'est mis à préférer les après-midi et la plage. Quelle plage? À Cabeza del Lobo, il y a une plage qui porte le nom du saint de Sébastien. On l'appelle la Playa San Sebastián. Et c'est là que nous avons commencé à passer tous les après-midi, tous les jours. Quel genre de plage était-ce? C'est une grande plage municipale près du port. Une grande plage publique? Oui, publique. C'est à des détails de ce genre qu'elle se trahit. Après ce que je vous ai dit, des exigences de Sébastien. Il ne faut pas l'interrompre. Comment pouvez-vous croire ce que je vous raconte? Sébastien a fréquenté chaque jour quelques crasseuses plages publiques gratuites près d'un port, lui qui allait en bateau à des kilomètres du rivage pour trouver une eau dans laquelle il consentit à se baigner. Madame, quoi qu'elle dise, je vous demande de ne plus l'interrompre. Sinon, cette séance sera sans utilité aucune. Je ne dirai plus rien. Je me tairai même si j'en crève. Je ne veux pas continuer. Mais continuez votre histoire. Bon. L'été dernier, tous les après-midi, votre cousin Sébastien et vous êtes allés à la plage gratuite. Non. Nous n'allions pas à la plage gratuite. La plage gratuite était à côté. Il y avait une barrière qui séparait la plage gratuite de la plage où nous allions et il fallait payer un petit droit d'entrée. Oui, et là, qu'est-ce que vous y avez fait? Il s'est passé quelque chose qui vous a bouleversé? Oui. Quoi? Il m'avait acheté un maillot que je voulais pas mettre. Je riais, je disais, je peux pas porter ça. Il y a de quoi faire rougir les petits oiseaux. Que voulez-vous dire? Le maillot était indécent? Oh mon Dieu, oui. C'était un maillot d'une pièce, en fil d'Écosse, blanc. L'eau le rendait transparent. Je voulais pas me baigner avec ce maillot, mais il me tirait par la main, et il me tirait jusqu'à ce que je sois tout entière dans l'eau, et quand je ressortais, j'avais l'air nue. Et vous avez compris pourquoi il faisait cela? Oui, c'était pour attirer l'attention. Il voulait attirer l'attention sur vous, n'est-ce pas? Il avait compris votre chagrin, votre solitude, et voulait créer un choc pour vous sortir de votre dépression l'été dernier. Vous comprenez donc pas? Je racolais pour lui. Mais elle aussi, c'est ce qu'elle faisait. Inconsciemment, elle savait pas qu'elle racolait pour lui dans les endroits chics, les endroits élégants où ils allaient avant l'été dernier. Sébastien était timide devant les gens. Pas elle. Et ni moi non plus. Alors toutes deux, nous avons fait la même chose. Nous avons établi des rapports pour lui. Et elle, c'était dans des endroits bien et de façon convenable. Et moi, il a fallu que je fasse ce que je viens de vous raconter. Sébastien était seul, docteur. Et le caillou à l'oiseau bleu grandissait, grandissait, et devenait aussi blanc et aussi vide que le grand espace vide de la mer et du ciel bleu. Oh, je savais bien ce que je faisais. J'avais dansé au quartier français bien des années avant mon premier bal, au quartier des Jardins. Cathy, ma chérie, Cathy. S'il vous plaît. Et plus tard, quand il a commencé à faire plus chaud, que la foule s'est entassée sur la plage, il n'a plus besoin de moi pour ce genre de travail. Ceux qui fréquentaient la plage gratuite ont commencé à passer par-dessus la barrière pour en faire le tour à la nage. Des jeunes vagabondes, des jeunes affamés qui vivaient sur la plage gratuite comme des chiens perdus, qui se nourrissent d'ordures, des enfants qui avaient faim. Désormais, il me permettait de porter un maillot foncé et décent. Alors j'allais m'installer tout au bout de la plage, dans un endroit solitaire pour écrire mes cartes postales, mes lettres et tenir mon journal intime à la troisième personne. Jusqu'à 5 heures, l'heure de le retrouver devant les cabines de bain dans la rue. Il apparaissait suivi
Qui donc le suivait? Mais les jeunes vagabonds, les jeunes affamés qui avaient escaladé la barrière qui nous séparait de la plage gratuite. Il leur distribuait des pourboires comme s'il leur avait tous tiré les chaussures ou appelé des taxis. Alors de jour en jour, cette bande devenait plus nombreuse, plus bruyante, plus avide. Sébastien commença à avoir peur. Finalement, nous avons cessé d'y aller. Et ensuite, après cela, après avoir renoncé à aller à la plage publique? Alors un jour, quelques jours après avoir cessé d'aller à la plage, c'était un jour où Cabeza de Lobo n'était plus qu'une fournaise blanche. Oh, pas une fournaise bleue, non, une fournaise blanche. Oui. Nous avions déjeuné tard dans un de ces restaurants de fruits de mer sur la mer comme ils en ont là-bas. Sébastien était aussi blanc que la lumière de ce jour-là. Il portait un impeccable complet de chantoum blanc, une cravate de soie blanche, un panama blanc, des souliers blancs, des fins souliers de lézard blanc. Il n'arrêtait pas de se tamponner le visage et la gorge avec un mouchoir de soie blanche et d'avaler cette petite pilule blanche. Et je savais que son cœur était en mauvais état, que ça lui faisait peur et que c'était la raison pour laquelle nous n'étions pas allés à la plage. Il disait, nous devrions partir pour le nord. Nous avons épuisé Cabeza de Lobo. J'ai l'impression que nous l'avons épuisé, pas toi? Oh, bien sûr que je pensais que nous l'avions épuisé, mais j'avais appris à faire semblant de ne pas avoir d'opinion. Parce que Sébastien, vous connaissez Sébastien, il fallait toujours qu'il fasse ce que personne d'autre n'avait envie de faire. Et j'essayais toujours de lui donner l'impression que c'était un contre-cœur, que j'étais d'accord avec lui, c'était un jeu. Elle a fait tomber sa cigarette. J'ai vu, je l'ai, ma sœur. Où en étais-je? Ah oui. Le déjeuner de 5 heures dans un de ces restaurants de fruits de mer sur le port de Cabeza de Lobo. C'était entre la ville et la mer. Il y avait des enfants nus sur la plage, qui étaient séparés du restaurant par des barbelés. Et d'autres tables se trouvaient à moins d'1 mètre des barbelés. Il y avait des enfants nus sur la plage, une bande d'enfants nus effroyablement maigres et noirs. On aurait dit des oiseaux plumés. Et ils accouraient. Et ils venaient se précipiter contre les barbelés comme si c'était le vent qui les apportait. Le vent chauffé à blanc qui venait de la plage et ils criaient tous « Panne! Panne! Panne !» Anne? Ça veut dire du pain. Et ils faisaient des bruits goulus avec leur bouche et ils enfonçaient leurs poings dans leur bouche et ils faisaient des bruits goulus avec des sourires atroces. Oh, bien sûr, nous regrettions d'avoir choisi ce restaurant, mais il était trop tard pour partir. Pourquoi était-il trop tard pour partir? Mais je vous l'ai dit, mon cousin Sébastien se sentait pas bien. Il n'arrêtait pas d'avaler ces petites pilules blanches. Je crois qu'il en avait tant avalé qu'elles avaient fini par l'affaiblir. Ses yeux. Dans ses yeux, il y avait un regard hébété. Il n'arrêtait pas de dire « Ne regarde pas ces petits monstres. Les mendiants sont la plaie sociale de ce pays. Si on les regarde, on se sent dégoûté du pays, tout est gâché. » Continuez. Ah oui, je continue. De temps en temps, il faut que ça redevienne clair. Sous l'effet de votre piqûre, il faut que ce soit une vision, ou bien rien ne vient. Vous y êtes? Ouais. Quand j'étais avec lui, je faisais toujours ce qu'il me disait. Alors j'ai cessé de regarder la bande d'enfants. Je n'ai même pas regardé quand les serveurs les ont chassés avec des bâtons loin des barbelés. Les serveurs se sont précipités comme des soldats qui se lancent à l'attaque et les ont battus loin des barbelés à coups de bâton. Et alors? Continuez, Catherine. Quelle vision vous vient ensuite? La bande s'est mise à nous donner la sérénade. À faire quoi? À jouer pour nous, à faire de la musique. Enfin, si on peut appeler ça de la musique. Oui. Leurs instruments étaient
Des instruments de percussion, vous comprenez? Oui, des instruments de percussion, comme des tambours. J'ai jeté des coups d'œil en cachette quand cousin Sébastien ne regardait pas. Et d'après ce que j'ai pu voir dans l'éblouissement blanc de la plage, leurs instruments étaient des boîtes de conserve attachées ensemble. Boîtes de conserve attachées ensemble. Et puis des morceaux de métal aplatis pour faire des cymbales, vous savez, des flaques de cuivre que l'on frappe l'une contre l'autre. Des cymbales, des morceaux de métal aplatis, des boîtes de conserve aplaties, frappées l'une contre l'autre, des cymbales. Oui, je comprends, oui. Continuez votre vision. D'autres avaient des sacs de papier, des sacs faits de gros papier avec une corde à l'intérieur des sacs, quelque chose qui faisait monter, descendre, aller et venir, pour produire une sorte de bruit comme... Un bruit comme... Oompa, 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 oompa. Oui, le son d'un tuba. Oui, c'est ça. Oompa, oompa, oompa. Oompa, oompa, oompa. Le son d'un tuba. Pendant tout le déjeuner, ils sont restés là, assez près. Oui. Et votre cousin était-il distrait, diverti par ce type de concert? Je crois qu'il était terrorisé. Pourquoi était-il terrorisé? Je crois qu'il avait reconnu certains des musiciens. Certains des jeunes garçons qui n'étaient plus tout à fait des enfants. Et qu'a-t-il fait? Est-ce qu'il a tenté quelque chose pour que cela cesse? Est-ce qu'il est allé se plaindre auprès du patron? Quel patron? Dieu? Ah non! Le patron du restaurant de la plage? Oh non! Oh non, vous connaissez pas mon cousin Sébastien. Pourquoi donc? Il acceptait tout, les choses telles qu'elles étaient. Il estimait que personne n'a le droit de se plaindre ou d'intervenir d'une façon ou d'une autre. Oh, bien sûr, il savait que ce qui est horrible, ce qui est mal est mal. D'ailleurs, mon cousin Sébastien n'a certainement jamais été sûr qu'il y ait quoi que ce soit de mal. Prendre des mesures lui paraissait inconvenant dans n'importe quel cas. Il se contentait d'aller de l'avant, comme s'il était poussé par une force intérieure qui... Et cette force intérieure, justement, Cabessane le mot, qu'est-ce qu'elle lui a dicté de faire? Après la salade, avant qu'on serve le café, soudain il a reculé sa chaise et il a dit « Il faut que ça cesse. Garçon, faites-les cesser. Je suis pas bien, j'ai le cœur en mauvais état, ils me rendent malade. » C'est la première fois que je voyais cousin Sébastien essayer de changer quoi que ce soit dans le monde des hommes. Je crois que ce fut là son erreur fatale. C'est alors que les serveurs, mais tous les serveurs, ils étaient 8 ou 10, se sont précipités par la petite porte pratiquée dans les barbelés. Et ils ont battu les petits musiciens, ils les ont chassés au milieu des cris, avec des bâtons, des poêles à frire, tout ce qu'ils avaient trouvé de dur dans leur cuisine. Mon cousin Sébastien a quitté le restaurant, il s'est levé, il a jeté des billets sur la table et il s'est enfui. Alors moi je l'ai suivi. Dehors, tout était blanc, chauffé à blanc, une fournaise chauffée à blanc. À 5 heures de l'après-midi, dans les rues de Cabessade et Louvaux. On aurait dit que... On aurait dit? On aurait dit qu'un os, un gigantesque os blanc avait pris feu dans le ciel et qui rendait blanc le ciel, mais tout ce qu'il y avait sous le ciel. Blanc? Oui, blanc. Et vous, Catherine, vous êtes sortie du restaurant, vous avez suivi votre cousin Sébastien dans la fournaise de la rue? La montée, la descente en courant. Vous avez monté, puis descendu la rue? Non! Nous n'avons bougé ni dans un sens ni dans l'autre. D'abord, nous étions paralysés. Je faisais rarement des suggestions, mais cette fois, j'en ai fait une. Qu'avez-vous suggéré? Mon cousin Sébastien était paralysé devant l'entrée du café. Alors je lui ai dit, allons-nous-en. Oh, je me souviens, la rue était très large, avec une très forte pente, et j'ai dit, cousin Sébastien, en bas de la rue, ce sont les quais, et nous aurons plus de chances de trouver un taxi. Ou bien, pourquoi pas rentrer dans le restaurant, et il nous appellerait un taxi, c'est ça. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Et il a dit, folle! Est-ce que tu es folle? Retourner dans cet endroit crasseux? Jamais de la vie. Cette bande de gosses a crié aux garçons des ignominies sur moi. Alors j'ai dit, descendons vers les quais, descendons la pente, n'essayons pas de gravir la colline dans cette chaleur atroce. Et il m'a dit, je veux m'en occuper moi-même. Et il s'est mis à monter la pente, à gravir la colline avec une main sous sa veste, posée sur sa poitrine à l'endroit où je savais qu'il avait mal à cause de ses palpitations. Et plus il marchait vite parce qu'il était pris de panique, et plus c'était fort et proche.
Qu'est-ce qui était fort et proche? Mais la musique! Encore la musique? Le oompa, oompa, oompa de la bande qui nous suivait. Ils avaient réussi à franchir les barbelés, à envahir la rue, et ils nous suivaient. Ils nous suivaient. Tandis que nous montions dans la fournaise blanche de la rue, la bande d'enfants nus nous poursuivait. Sous le soleil qui était comme un grand os blanc bête géante, qui aurait pris feu dans le ciel. Ils l'ont rattrapé si vite, j'ai crié, j'ai entendu Sébastien crier. Il a crié une seule fois, quand la bande de petites moineaux noirs et déplumés l'a rattrapé à mi-hauteur de la colline blanche. Et vous, Catherine, qu'est-ce que vous avez fait à ce moment-là? J'ai couru. Où ça? Vers le bas, la direction la plus facile, c'était vers le bas. Vers le bas de la rue brûlante, de la fournaise blanche en criant « Au secours !» pendant toute ma course Jusqu'à ce que... Des serveurs, des agents de police, des gens sortent des maisons et se précipitent avec moi en haut de la colline. Quand nous sommes arrivés à l'endroit où cousin Sébastien avait disparu, il était là, nu, comme ils avaient été nus. Et ça, vous n'allez pas me croire. Oh, personne ne m'a cru, personne. Personne au monde ne peut me croire et je comprends ça. Ils l'avaient en partie dévoré. Ils avaient arraché des morceaux de son corps. Avec leurs mains, avec des couteaux, ou peut-être avec les bottes de conserve déchiquetées qui leur servaient à faire de la musique. Ils avaient arraché des lambeaux de son corps et les avaient enfoncés dans leur petite bouche noire et féroce, leur petite bouche avide et goulue. Oh, tout était silencieux maintenant. Il n'y avait plus rien à voir que Sébastien. Ce qui restait de Sébastien et qui était comme un grand bouquet de roses enveloppé dans du papier blanc déchiré, jeté, écrasé contre ce mur chauffé à blanc. Vas-y, t'es là! Arrachez cette horrible histoire de son cerveau! Maman, je vais arrêter mes études. Je chercherai du travail. Chut, mon fils. Docteur, dites quelque chose, docteur. Il me semble que nous devrions tous nous demander si cette jeune femme ne dit pas la vérité.